Mesdames et messieurs, j'ai accepté avec plaisir l'invitation qui m'a été faite de venir présenter devant vous quelques réflexions que je peux mener en ce moment sur l'état de la géopolitique mondiale pour essayer de voir avec vous, et puis vous verrez vous-même à partir de votre programme que j'ai vu et qui me paraît extrêmement intéressant, et notamment ce que vous avez entendu ce matin, pour voir comment on peut croiser les grandes données de la géopolitique et ce qui peut se passer dans le monde de l'alimentation, de l'agroalimentaire, des productions, des céréales. J'adore ce mot, passion céréales, c'est magnifique. Et donc on va voir si on peut croiser les deux. Alors je rappellerai très rapidement que pendant la guerre froide, donc depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire à partir de la fin 91, donc 92, fameux monde global, eh bien nous étions dans un monde cloisonné. Et par rapport aux questions qui nous intéressent aujourd'hui, évidemment, il y avait à certains moments des ventes à l'Union soviétique, mais enfin, c'était tout un événement, ça avait l'air considérable sur le plan de la politique, une sorte de défi, une transgression des ventes de céréales à l'Union soviétique, qui n'arrivait pas à produire assez pour des raisons évidentes. Et il y avait du côté européen quelque chose qui était dès le début très important, qui est encore aujourd'hui très important, qui est la construction d'une politique agricole commune. Et s'il y a eu le mot politique, c'est bien que dès l'origine, les constructeurs de cette Europe pensaient que ce n'était pas possible de laisser le marché tout seul, en dépit de ses mérites, gérer ce type de production. Donc ça, c'est une époque lointaine. À partir de la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire le fameux monde global à propos duquel on peut débattre sur le fait de savoir si c'est une sorte de foire d'empoigne ou une sympathique communauté internationale, toutes les interprétations sont possibles entre les deux. Donc à partir de 92, il y a eu un moment de triomphalisme qui est important sur le plan de la géopolitique et donc y compris dans vos activités, une dizaine d'années pendant lesquelles l'Occident a cru avoir gagné, tout simplement triomphé. C'est l'époque où on a pu parler d'une fin de l'histoire, au sens fin de l'histoire faute de combattants, puisqu'il y avait une sorte d'accord mondial sur la démocratie, l'économie de marché, démocratie de marché, disait-on. Et ça recouvre à peu près la décennie 90. La conséquence que ça a sur le plan économique, c'est que pendant une longue période, il y a eu un aveuglement sur les émergents et qu'on a vu les premiers économistes de banque qui ont eu l'intelligence de noter la montée des émergents, la création d'une classe moyenne avec un pouvoir d'achat qui se développait. On parlait de marché émergent. Et c'était vrai, dans certains cas, marché émergent. D'ailleurs, certains d'entre vous, certainement, ont développé des marchés à ce moment-là. Mais ce n'était pas simplement des marchés, c'était des puissances émergentes ou réémergentes, souvent issues d'une très longue histoire, magnifique, mais qui, pendant les 2 ou 3 derniers siècles, avaient dû s'adapter à un monde dans lequel les Occidentaux, en gros, faisaient la loi, sur tous les plans, occidentaux, européens ou américains. Donc il y a eu un temps de retard. Moi, je pense que le triomphalisme occidental, ensuite l'obsession sur la seule question de la lutte contre le terrorisme, qui est évidemment importante, mais qui était devenue le seul sujet, a fait perdre une dizaine d'années dans l'analyse du côté occidental à la perception de ce monde nouveau et à la compréhension du fait que les anciens marchés émergents étaient des puissances émergentes ou réémergentes qui avaient leur propre agenda et qui allaient vouloir prendre leur revanche, comme on dit dans le sport, peut-être même parfois se venger, nous verrons. Et en même temps, dans cette période trop naïve, disons, sur le plan occidental et prétentieuse en même temps, il y avait déjà d'autres phénomènes transversaux très importants, y compris pour vous, la crainte de l'explosion démographique, l'angoisse écologique, mais qui dans cette période se porte uniquement sur la question du climat, donc du CO2, en dépit des controverses qui en fait ne sont pas éteintes, et ce n'est qu'après que l'obsession du nucléaire renverse cette priorité dans les angoisses, des conflits persistants dans cette période et qui peuvent créer ponctuellement, encore maintenant à notre époque, des famines, mais qui ne tiennent pas du tout au déséquilibre entre entre l'offre et la demande, mais simplement à des situations politiques locales d'absence de sécurité. Et pendant cette période, les Européens vont jusqu'au bout du grand élan qui remonte aux périodes d'avant, Giscard Schmitt, Mitterrand, Kohl, Delors, etc., vont jusqu'au bout et arrivent à élaborer ensemble une monnaie unique à la place des monnaies nationales, mais après ils sont dans un long cycle très très égocentrique, centré, nombriliste on va dire, qui est centré sur le perfectionnement sans fin des institutions avec toute une série de traités qui sont adoptés les uns après les autres. Ça fait qu'une grande partie de l'énergie européenne qui aurait dû se reporter en priorité sur la compréhension
des grands changements dans les mécanismes mondiaux, dans cette période-là, est un peu absorbé par cette bataille interne autour de Maastricht, autour du traité d'Amsterdam, autour du traité de Nice, autour du traité constitutionnel, autour du traité de Lisbonne, etc. Donc les Européens n'en finissent pas. En réalité, je reviens au phénomène majeur, mais qui n'apparaît dans toute sa force que maintenant, où les États-Unis ont dépassé la concentration obsessionnelle sur la seule guerre contre le terrorisme, en dépit de son importance, je le répète, et une meilleure compréhension avec un champ de vision qui s'est élargi. Le phénomène majeur de notre époque, c'est la montée des émergents, c'est donc la relativisation du rôle des Occidentaux, qui sont encore pour très longtemps les plus riches, les plus puissants, les plus influents, etc. etc. Mais c'est un changement énorme entre décider de tout, sur le plan économique, monétaire, juridique, les valeurs, la philosophie, le droit, l'organisation internationale, etc., et puis avoir à tout discuter et à passer par des compromis sur tous les plans, sur tous les sujets. C'est complètement différent. Ça entraîne donc non pas un déclin au sens de décadence, mais ça entraîne une sorte de perte relative de puissance des Occidentaux, y compris dans les domaines qui vous sont chers, puisque ça touche tout. Ça touche l'économie, ça touche la démographie, ça touche la puissance, puisque les autres montent en puissance. Je n'ai pas évidemment le temps de beaucoup développer, mais il ne faut pas tomber dans l'analyse, dans l'excès inverse, parce que les émergents forment un groupe au sein duquel les seuls points communs, c'est la croissance, en réalité économique. C'est un groupe très, très différent, avec des pays qui sont de taille complètement différente, qui ont des emplacements géographiques différents, qui peuvent avoir des relations coordonnées frappantes. Et il y a de plus en plus de relations sud-sud. Ça se développe à toute vitesse. Mais en même temps, ce sont des pays en rivalité ou qui ont des contentieux anciens et qui, évidemment, ne sont pas coordonnés, sauf dans un premier temps, dans une attitude de revendication et de rhétorique pour corriger ou remettre en cause l'organisation du monde qui remonte après la Deuxième Guerre mondiale, 1945 et la suite, l'organisation du monde pendant laquelle il y avait d'ailleurs eu à mon avis, la plus remarquable politique étrangère des États-Unis, de toute l'histoire des États-Unis. C'est tout ce qui a été fait par Roosevelt et plus encore par Truman, Marshall, etc., Acheson et d'autres. Donc il y a une revendication par rapport à ça, mais dès qu'on dépasse cette revendication, qui se traduit par des disputes sur quelle importance à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international, sans parler de la question de l'élargissement du Conseil de sécurité, en fait, les émergents sont beaucoup en concurrence et en compétition, comme le sont d'ailleurs les Occidentaux entre eux, qui sont souvent en compétition pour l'accès au marché, pour l'accueil des investissements étrangers, etc. Donc, nous sommes en train de vivre cette énorme redistribution des cartes, mais n'oublions jamais qu'elle est simultanée d'une série soit d'autres crises ou mutations. Je préfère d'ailleurs mutation que crise, parce que le mot crise dont on abuse depuis 2 ans à propos de l'affaire grecque, par exemple, donne le sentiment qu'on va revenir à la situation d'avant. Quand on parle de crise, c'est-à-dire qu'on va sortir de la crise un jour ou l'autre. Le plus tôt sera le mieux. Bon. Mais ce n'est pas vrai. On ne va pas du tout revenir à la situation d'avant. Et la situation de l'Europe ne sera pas la même après le traitement de la crise grecque. Et la situation du monde n'est pas du tout la même après cette redistribution des cartes. D'autant qu'il y a eu entre-temps l'effondrement de l'économie casino, et qui a été très frappante, cette économie, au cours des 30 dernières années, avec une fuite en avant, avec une finance qui était progressivement déréglementée, dérégulée, l'influence de l'école de Chicago, Hayek, Friedman, Thatcher, puis Reagan, puis consensus de Washington, etc. Et donc, à la fois, ça a libéré des énergies, c'est évident, ça a créé des capacités financières beaucoup plus considérables et ingénieuses, inventives, qui ont permis de financer des choses qu'on n'aurait pas pu financer 20 ans avant, ce n'est pas faux, mais ça a été très très loin, jusqu'à donc une économie purement spéculative. On a parlé d'hypertrophie de la sphère financière, et ceux qui lançaient des cris d'alerte sur les risques de cette fuite en avant, aux États-Unis comme en Europe, n'étaient évidemment pas entendus, jusqu'à ce qu'on entre dans la crise à partir des subprimes et la suite. Donc il y a ce contexte. Et là aussi, on ne reconstruira pas exactement le type d'économie et de croissance qui a fonctionné dans les 30 années avant. Ça sera nécessairement autre chose. Le compte à rebours écologique, j'en ai parlé. J'ai parlé de la période qui n'est concentrée que sur le CO2. Maintenant, on a le sentiment que le nucléaire a remplacé complètement la terreur du CO2, ce qui est d'ailleurs d'une certaine façon paradoxal, parce que jusqu'à maintenant, il y a surtout eu 30 000 morts au Japon du fait du tsunami, pas du fait du nucléaire. Donc si l'humanité était rationnelle,
la leçon qu'elle tirerait de Fukushima, c'est qu'il faut arrêter de construire n'importe quoi au bord de la mer. Mais évidemment, l'humanité n'est pas capable de tirer cette conclusion, puisque tout est construit au bord de la mer, et notamment les ports, forcément, mais aussi la plupart des grandes villes. Donc on passe d'une sorte de phobie à une autre. J'ai l'air d'en parler ironiquement, mais je prends au sérieux cette question. Je pense qu'il y a un compte à rebours écologique. Mais quand on fait le tour des grands scientifiques, ils sont en fait beaucoup plus préoccupés de l'effondrement de la biodiversité, très accéléré. Ils parlent de la 6e extinction. Alors au début, les êtres humains ne comprennent pas que ça les concerne, mais à terme, ça les concerne eux aussi. Où ils parlent des conséquences, ça vous touche plus directement, des conséquences sur la santé publique, de l'usage inconsidéré de certains pesticides, produits chimiques ou autres. Il y a des débats sans fin, mais enfin, il y a aussi des cris d'alerte dans le monde scientifique ou médical. C'est peut-être encore plus important scientifiquement que la question nucléaire ou la question CO2. Je ne développe pas ça, mais c'est pour dire que quoi qu'on pense, on ne peut pas échapper à ce contexte de compte à rebours écologique qui appelle une réponse. Il faut savoir laquelle. Donc maintenant, il s'agit de gérer une situation dans laquelle il faut se préparer à ce qu'il y ait 2 milliards d'habitants, donc de gens qui ont besoin de manger tous les jours, 2 milliards d'habitants de plus d'ici à 2050. On me disait donc 1 milliard de plus en Inde et autour et 1 milliard en Afrique. Possible, répondent les spécialistes, dont vous êtes, à condition que tout fonctionne bien. Que tout fonctionne bien et que les marchés organisés arrivent à répondre en temps réel. Il faut gérer cette frénésie extraordinaire, mais compréhensible en même temps par précaution, d'achat de terres cultivables que développent beaucoup de pays qui ne les ont pas chez eux. Et j'ai vu en préparant cette intervention, il y a un chiffre tout à fait étonnant. Depuis 2001, c'est l'équivalent de l'Europe de l'Ouest qui aurait été acheté ou loué sous forme de terres cultivables de la part de pays qui n'en ont pas, comme l'Arabie, ou qui n'ont pas assez, comme la Chine ou autres, achetés en Afrique et ailleurs. Il y a la question des spéculations directement liées à l'hypertrophie de la sphère financière. En 2005, j'avais vu un chiffre comme quoi, si on comptait en téradollars, l'activité mondiale, c'était 2050 téradollars, le financement de l'économie réelle, c'était 50, et les 2000, c'était l'activité spéculative, en fait, d'une sorte de système financier géant, d'une sorte de Frankenstein collectif, incontrôlable, et qui génère des profits tellement plus intéressants que le financement d'une PME qu'il faut aider à se développer sur 10 ans, qu'évidemment, ça avait complètement basculé. Et ce n'est pas un hasard complet si, du coup, des spéculations se sont portées à certains moments sur les céréales, le soja, le coton, le cacao, le sucre et d'autres matières agricoles. Donc il y a un problème de volatilité qui est devenu massif, dont on n'est pas complètement protégé. Donc il faut gérer ça pour vous. Il faut le gérer avec des contraintes qui sont vraiment sérieuses. Les contraintes écologiques dont j'ai parlé, qui seront de toute façon de plus en plus fortes, mais qui peuvent être gérées, qu'elles peuvent être intégrées, surtout si c'est pris à l'avance. Ça peut même devenir un atout pour les pays, les continents qui seront s'organiser par rapport à ça. Et ça touchera les méthodes, les produits, ça touchera la question de la nécessaire reforestation et d'autres, la question de la pénurie d'eau utilisable. Il faut gérer ça dans une ambiance de concurrence avec les émergents et entre les occidentaux et entre les émergents. Concurrence, soja brésilien, viande bovine argentine, blé canadien. Je sais que ça fonctionne aussi dans l'autre sens, puisque par exemple on voit que les ventes de soja américain à la Chine, j'ai vu aussi ce chiffre qui est sidérant, ont augmenté de 1300% en 10 ans. Les exportations du Middle West vers la Chine dans le domaine du soja, 1300% d'augmentation. Donc là, c'est une opportunité géante. Mais évidemment, pour des producteurs en Europe, c'est une compétition, disons, intra-occidentale. Il y a plusieurs compétitions en même temps. Dans les contraintes, n'oublions pas le contexte européen. Et les Européens vont s'atteler. Ils ont commencé à la préparation du budget suivant à partir de 2013. Et dans ce budget suivant, il y a évidemment la place de la politique agricole commune qui existe, et c'est remarquable. Ça faisait partie du deal d'origine entre la France et l'Allemagne au moment du traité de Rome. Ouverture de l'économie française à la compétition des produits industriels allemands, ce qui terrorisait d'ailleurs le patronat français de l'époque, qui pensait que la France n'y arriverait jamais, parce que la France a une tendance tout à fait formidable jusqu'à maintenant à se sous-estimer dans ce type de situation. Et en échange, on a réussi à faire passer l'idée d'une politique agricole commune organisée, un peu comme dans l'affaire de l'euro, à l'origine, quand Mitterrand avait réussi le premier round en faisant du judo avec la réunification allemande, donc accorde l'Allemagne sur monnaie unique, mais l'Allemagne avait imposé dans un second temps ses critères à elle, qui consistent à lutter contre l'inflation de Weimar, en quelque sorte sans fin,
Et la France, à l'époque, n'avait pas réussi le troisième round, qui était de dire, bon, puisque vous imposez vos critères et qui ne sont que sur l'équilibre stricto sensu, il nous faut une politique économique en plus, gérée en commun, gouvernement économique de la zone euro, qu'on va peut-être avoir. On n'est pas loin, on s'en rapproche maintenant. Mais il aura fallu toutes sortes d'événements pendant 20 ans. Donc les contraintes dont je parlais, dans ce cadre général très compétitif, concernent aussi cette Europe qui va devoir négocier durement. Et là, il y aura des affrontements classiques dans toutes les négociations agricoles européennes, les renégociations de la PAC. Mais par exemple, il y a des pays comme la France et la Pologne qui ont un point de départ assez opposé. La France voudrait garder la part qu'elle obtient au titre de la PAC, même s'il faut pour ça la verdir, comme on dit. De toute façon, il faudra le faire, plus ou moins. Mais la Pologne voudrait récupérer une part plus grande. Donc il faut s'attendre en 2012, 13, 14, 2012, 13 surtout, à des moments difficiles. Est-ce que tout ça est gérable ? Est-ce que tout ça est gérable ? Oui, en théorie. Si on prend juste la question, est-ce qu'on peut nourrir 8-9 milliards d'habitants ? Les spécialistes que vous êtes ou que vous connaissez répondent oui. Oui, en théorie, on peut, quand on regarde les augmentations extraordinaires des rendements, de la production, de productivité, etc. Mais ça se passe dans cette mêlée mondiale, dans cette compétition générale, qui n'est pas encore une communauté internationale. Terme charmant qu'emploient beaucoup les Européens. Parce que les Européens, ils croient vivre dans un monde post-tragique, post-historique, post-identitaire. C'est une sorte de monde bisounours pour les francophones. Ils sauront ce que c'est. Et ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est la compétition dont je parle, qui peut tourner à l'affrontement, qui peut tourner à la gestion en commun. Bon, donc ce n'est pas écrit d'avance. D'autant que dans les scénarios, pour le coup en géopolitique stricto sensu, le scénario du retour des Occidentaux à une maîtrise complète du leadership dans le monde est à peu près exclu. On ne reviendra jamais à la situation des États-Unis de 1945, par exemple, ni à ce qu'ont cru les Occidentaux au début des années 90. Ça me paraît exclu. Domination chinoise, parce que tout le monde se pose la question, il y a des livres tous les 3 jours, etc. Je ne crois pas non plus. Je ne suis pas sûr que ce soit l'intention de la Chine. Je ne pense pas qu'ils en aient les moyens. On ne domine pas le monde comme ça uniquement parce qu'on a une supériorité statistique, économique à un moment donné. Il faut une volonté, il faut un rayonnement, il faut ce que John Nye appelle le soft power. Donc il faudrait aussi que tous les enfants du monde aient été baignés dans une sorte de Walt Disney chinois pendant 100 ans pour créer une sorte de rayonnement de ce type, plus la langue, plus tout ça. Bon. Donc je ne crois pas, et je l'ai dit, je ne crois pas que ce soit forcément l'intention des Chinois, même s'ils n'ont pas forcément tout à fait choisi comment ils vont faire de cette puissance énorme en ascension rapide. Domination des émergents en général, je n'y crois pas, parce que les émergents sont au moins en concurrence entre eux. Je veux dire, Inde, Chine, Brésil, etc. Donc je ne crois pas à ça, puis on va voir apparaître les différences, les divergences. Je crois au maintien un certain temps d'une sorte de leadership, je l'ai dit, relatif des Occidentaux, richesse, puissance, position acquise. Pour les États-Unis, par exemple, le fait que dans beaucoup de régions du monde, la plupart des pays n'ont aucune envie que les États-Unis partent, parce qu'ils n'ont pas envie de se trouver seuls avec l'émergent local, si je puis dire, régional. Donc il y a un jeu, quand même, tout ça peut être joué très intelligemment pendant longtemps. Donc ce n'est pas très emballant ce que je vous dis, mais je n'y peux rien, c'est mon analyse. Je m'attends à une assez longue période de désordre ou de chaos, si on est pessimiste, disons de désordre encadré, de chaos plus ou moins régulé, ou d'une combinaison de systèmes plus ou moins gouvernés et de phénomènes tout à fait autres. Du côté du système financier, je crois qu'on est quand même si les gens ne voient pas les résultats du G20, réunion après réunion, on est quand même en train de mettre en place une certaine re-régulation qui ne sera pas aussi stricte qu'il y a 30 ou 40 ans. Il ne le faut pas d'ailleurs, il faut garder une sorte de souplesse, une respiration financière, mais on a tendance à négliger un peu ce qui se décide à Londres, même à Washington, à Bruxelles, à Paris, à Berlin. Ça donnera des effets dans quelques années, petit à petit. Donc on n'aura plus tout à fait le même système financier hypertrophié, qui était devenu sauvage et qu'il fallait absolument redomestiquer. C'est la bataille de régulation qui est en cours, et qui vous concerne à la fois directement et indirectement. Le G20, qui est une très bonne innovation, qui existait avant au niveau du ministre des Finances, c'est une bonne innovation, mais ne croyez pas, n'attendez pas que ce soit le gouvernement du monde. C'est une enceinte au sein de laquelle la compétition continue.
Le G20, c'est le nom de la salle, en fait. Il est marqué G20, et dans la salle, vous avez les puissances qui sont là. Vous avez les émergents déjà émergés, les émergents en train d'émerger, vous avez les émergents surnageants comme la Russie, vous avez les Occidentaux qui sont eux-mêmes, qui craignent le déclin en ce qui les concerne. Bon, et il y a toute une gamme de choses, et le G20, l'efficacité du G20 dépend un peu du type d'alliance qui s'organise au sein du G20. Après, et ce sur quoi ça va porter. Mais c'est important que ça existe. C'est un vrai progrès puisqu'on n'arrive pas à réformer le Conseil de sécurité. La tendance générale du G20, c'est d'introduire un petit peu de règles, un peu de régulation dans le système. Vous aviez forcément noté d'ailleurs qu'il y avait eu en juin 2011 un G20 agricole, qui était le premier, depuis qu'il y avait des G20, même à l'époque où il y avait que les G7 ou les G8. Et c'est important parce que ça a été une occasion pour mieux prendre conscience de l'interdépendance entre les groupes humains, entre les acheteurs, les vendeurs, les consommateurs et les autres, et les différentes régions du monde, notamment à travers les phénomènes spéculatifs. C'est une prise de conscience douloureuse, mais c'est une prise de conscience. Ça a permis de mieux faire comprendre les besoins globaux. Ça a permis de mettre l'accent sur la question de la sécurité alimentaire, sur l'obligation d'écologisation. Juste une phrase sur ce mot. Je crois que nous atteignons le moment où on va cesser de parler, disons, de croissance verte ou de développement durable comme si c'était à côté du reste qui se poursuit. Donc c'est plus possible, dans quelques domaines que ce soit, d'avoir une sorte de croissance prédatrice à l'ancienne, mesurée par un PIB qui est un instrument de mesure totalement rustique et en fait extrêmement incomplet et qui n'est plus adapté. Donc ce à quoi je crois il faut s'attendre et se préparer pour être compétitif demain et après-demain, c'est une écologisation progressive de toute l'agriculture, de toute l'industrie, de tout ce qui est transport, de tout ce qui est habitat, énergie, etc. Et on n'arrivera plus à faire la distinction dans 15 ou 20 ans. On ne pourra plus dire il y a l'économie normale et il y a des petits gadgets croissance verte à côté. Ça aurait été synthétisé avec des décisions politiques, avec des incitations fiscales, avec des évolutions des mentalités, avec des percées scientifiques. J'ai vu beaucoup de scientifiques dans l'année écoulée pour un documentaire sur l'état du monde qui passait hier soir sur Arte. Et je me suis rendu compte que beaucoup de grands scientifiques sont à la fois très inquiets, mais souvent pour autre chose que le nucléaire ou les OGM ou le climat, d'autres sujets, et en même temps très optimistes sur tel ou tel point. Par exemple, les spécialistes des microalgues, vous devez le savoir bien sûr dans ces milieux-là, microalgues qu'on ne voit même pas à l'œil nu, mais qui sont des milliards dans l'eau de mer. Il y a des ressources, si on arrivait à les capter, presque inépuisables, alimentaires, médicinales, cosmétiques, énergétiques, tout. Aujourd'hui, on est incapable, ça représenterait des coûts inassumables. Mais il y aura des percées à un moment donné. C'est comme les éponges à CO2, il y a 1000 choses comme ça. Donc dans l'évolution générale de ce que j'appelle l'écologisation, je crois qu'il y aura des sauts scientifiques, mais comme l'Europe, notre bonne vieille Europe, ne croit plus tellement au progrès, enfin, elle en a peur sur beaucoup de plans, je ne serais pas étonné que ces progrès extraordinaires soient le fait de chercheurs indiens ou brésiliens ou indonésiens ou autres dans cette compétition générale. Tant mieux pour l'humanité, mais évidemment c'est un problème pour nous. Vous voyez que ce tour d'horizon, ultra rapide, mais c'est donc dans les 30 minutes qui étaient prévues, m'amène à conclure, là je ne vais pas vous étonner, à l'intérêt immense qu'il y ait une Europe qui soit un pôle dans le monde multipolaire dont j'ai parlé, qui est à la fois désordre général, mais il y a quand même des pôles qui à la fois travaillent ensemble tout en étant en compétition, qui s'allient sur certaines choses, et puis ça peut varier d'un sujet à l'autre, et il y a une vraie incertitude sur l'Europe. Malheureusement, je suis obligé de le dire. Quand on parle de la Chine, on se dit quel usage la Chine voudra-t-elle faire à terme de la puissance énorme qui est la sienne aujourd'hui? C'est une question logique. Les États-Unis, combien de temps garderont-ils ce leadership réel, mais devenu relatif? À mon avis, très longtemps. Bon, c'est moins compliqué, vous voyez. Est-ce que l'Inde et le Brésil, qui connaissent une montée en puissance spectaculaire, veulent exercer vraiment une influence globale ou simplement régionale? Ils sont dans un temps d'observation et d'attente. On voit la prudence au sein du G20, mais à mon avis, ce n'est que momentané. C'est des pays qui exerceront un jour ou l'autre des responsabilités plus globales, c'est évident. Puis on pourrait continuer la liste, puisque les émergents, il y en a des dizaines en fait. Et il y a des pays moyens, petits, qui sont émergents eux aussi, qui peuvent s'allier à d'autres avec des configurations inédites,
sur tous les plans, et qui définissent ce monde dont je parle. Mais si je parle des Européens, dans cette conclusion, je suis obligé d'ajouter un point d'interrogation. Que veulent les Européens? C'est pas clair, en fait. Et tout ce qui peut vous déconcerter quand vous voyez les dirigeants européens qui ont tellement de mal à se mettre d'accord entre eux. D'abord, ce sont des peuples différents. Bon, ça c'est normal. Ça n'a rien à voir, ça n'aura jamais rien à voir avec les États-Unis d'Amérique. Quand les Américains ont fait les États-Unis, ils se sont bornés à rassembler des Américains. Point. Ils n'ont jamais eu à fusionner des peuples qui étaient différents depuis 1000 ans, avec des langues différentes, des mentalités, des religions, des affrontements, ceci, cela. Donc ce que nous créons est complètement original. C'est pour ça que la formule de Jacques Delors, il y a eu plus de 10 ans, fédération d'États-nations, est tellement juste. Apparemment, c'est une contradiction, un oxymore, mais en fait, c'est absolument juste. Nous créons quelque chose de très original. Mais le problème, c'est que il y a une hésitation, en tout cas à mon avis, mais je lis les choses de façon peut-être trop géopolitique, entre être une sorte de grande Suisse, et moi je respecte la Suisse qui s'est battue dans l'histoire contre les voisins voraces, c'est pas péjoratif, mais c'est pas le même projet qu'être un pôle du monde multipolaire. Est-ce que les gens veulent simplement une grande Suisse où on vit bien, on a énormément de droits, pas trop de devoirs, on est protégé, on réforme la protection sociale, mais enfin elle reste quand même formidable par rapport à n'importe quel autre pays. Bon, on regarde le monde extérieur, on est épouvanté de ce qui se passe ailleurs, on pleurniche un peu sur le monde extérieur et puis on est tranquille. Bon. Donc il y a une sorte de vision comme ça, d'après la Seconde Guerre mondiale, qui est compréhensible sur le plan humain, sur le plan psychologique, mais qui ne fait pas de l'Europe un acteur vrai, en fait. Alors vous avez l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, etc., etc. Mais il y a une sorte d'hésitation. Et l'hésitation, c'est pas simplement parce que tel ou tel président de la Commission ou Madame Ashton ne fait pas ce qu'on voudrait. C'est pas lié à ça, en fait. C'est lié à une vraie hésitation dans la tête de 500 millions d'Européens. Et la clé, la vraie réponse politique, la vraie percée, elle est entre les mains de ceux qui arriveront à convaincre les Européens que les Européens, mais le monde aussi, a besoin d'une Europe puissance, et que ça ne veut pas dire retour aux erreurs et aux errements des politiques de puissance d'autrefois, c'est-à-dire une Europe qui pèse dans la négociation générale sur n'importe lequel des points que j'ai cités. Si on veut par exemple s'inspirer de ce qu'il y a eu de génial dans la politique agricole commune, même s'il faut la réformer tout le temps, par rapport au désordre du reste du monde sur ces sujets, il est évident qu'il faut que l'Europe porte ce projet. Donc que les Européens s'accordent là-dessus et fassent une présentation qui, produit par produit, puisse avoir une influence qui déborde simplement le marché européen, aussi énorme soit-il. Bon, donc il faut dépasser ça. Il faut dépasser la contradiction que nous connaissons entre des élites qui veulent absolument normaliser les peuples et les fusionner, ce que les peuples refusent, mais les peuples qui refusent ça en Europe ne sont pas du tout anti-européens. Pas du tout. Les anti-européens sont très peu nombreux, en fait, très peu nombreux dans chaque pays. Par contre, il y a énormément d'eurosceptiques. Mais au vrai sens du mot, pas au sens où les médias emploient eurosceptiques pour dire euro-hostile. C'est complètement différent. Les eurosceptiques, ce sont des euros déçus, des euros désabusés, des gens qui trouvent magnifique le projet européen, qui y ont adhéré, qui en ont attendu beaucoup, beaucoup, parfois tellement qu'ils sont déçus, et en effet, ils sont déçus. Ils sont déçus parce que ça ne marche pas comme ils le souhaitaient. Donc ils sont déçus, parfois découragés, devenus sceptiques. Mais ils sont faciles à reconvaincre, en fait. Ils ne sont pas des militants hostiles à cette grande idée. Je suis obligé de prendre ce détour, même pour parler géopolitique, et même pour me demander si un jour les marchés agricoles mondiaux seront mieux organisés, mieux régulés pour éviter des phénomènes de spéculation folle ou de volatilité, bon, dangereuse. Je suis obligé de passer par ce détour parce qu'il faut que les Européens se remettent d'accord entre eux sur cette idée générale de ce que devrait être l'Europe dans le monde. Donc c'est nous qui sommes le problème principal. Et c'est ce pessimisme européen contre lequel il faut lutter absolument. Et il faudrait que dans le domaine qui est le vôtre, comme dans les autres, on en revienne à la formule formidable de Roosevelt, qui au moment de la grande crise aux États-Unis disait la seule chose que nous ayons à craindre, c'est notre propre crainte. Et si on y arrive, oui, on peut faire de l'Europe sur les sujets, notamment sur les vôtres, parce que là on a un exemple rayonnant à mettre en avant. On peut faire de l'Europe un vrai grand pôle du monde multipolaire de demain qui aidera à civiliser, à reciviliser la mondialisation sauvage sans contester en rien le droit légitime de l'ensemble des pays émergents à prendre dans ce monde-là toute leur place. Voilà ce qu'on peut souhaiter de mieux. Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez juste le temps de répondre à une question ou pas vraiment? Je ne sais pas. Une. Question dans la salle là-bas. Autre destin que d'assumer la plénitude de son émergence autour du tragique. Nous demeurons un peuple tragique. Nous sommes inscrits dans la tragédie. En fait, ce qui a mis en marche... Alors, j'ai pas le temps, c'est une magnifique question, historique et philosophique. J'ai pas le temps, j'ai 2 minutes. Mais historiquement, ce qui a mis en marche la construction européenne, ce ne sont pas les pères fondateurs qu'on cite d'habitude pour, en gros, réconcilier la France et l'Allemagne. Ce sont les États-Unis. Moi, je ne suis pas atlantiste en politique étrangère française, mais c'est une justice historique que de dire que c'est la pensée des Américains après la guerre qui a pensé qu'il fallait relever l'Europe occidentale face à la menace soviétique stalinienne qui était réelle. Il fallait en jeter les bases à travers le plan Marshall et les mécanismes mis en place pour l'organiser. Donc ça, c'est la matrice. Ce n'est pas uniquement défensif, ce n'est pas uniquement expiatoire, ce n'est pas fondé que sur l'idée que les peuples européens sont voués à s'entrégorger. Non, c'est l'idée qu'il faut y a un pôle de prospérité économique, donc sociale. Vous voyez? Donc c'est moins tragique que ce que vous dites. Après, ça a été réécrit, reconstruit, les pères fondateurs qui en ont profité intelligemment à l'européenne, et puis le passage nécessaire entre la France et l'Allemagne, qui devrait d'ailleurs inspirer d'autres pays que genre Japon, Chine, etc. Vous voyez? Donc c'est moins complètement tragique que ce que votre question sous-entend, et de toute façon, c'est plus le problème. Le problème d'aujourd'hui, c'est est-ce que nous voulons, dans le monde dans 20 ou 30 ans, que les grandes négociations dans le monde pour fixer les règles du jeu, les normes techniques, les normes juridiques, les grandes décisions de sécurité, est-ce que ça sera pris par 8 ou 10 pôles sans nous? Et nous, on sera des sortes de spectateurs où les gens viennent en vacances, en retraite, faire du tourisme, etc. Ou est-ce qu'on est un acteur de ça? Vous voyez, on peut plaider pour cette cause en ayant bien conscience de ce que vous avez dit historiquement, mais tout en pensant qu'on est aujourd'hui dans un monde différent. Voilà, je vous laisse parce que... Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.